Je vais lancer le replay. Super Olga. Super. Donc, bonjour à toutes. Donc, moi, c'est Fatoumata Ali. Je suis une des cofondatrices de Ninty avec Olga qui est aussi présente, qui n'a pas sa caméra, mais qui est là. On a fondé Ninty il y a à peu près 2 ans avec un constat assez simple, c'est que la santé sexuelle et reproductive aujourd'hui est encore trop tabou et qu'elle génère énormément de détresse émotionnelle notamment sur les sujets de fertilité dans le monde de l'entreprise. Donc nous, notre rôle, c'est de vraiment, d'une part, sensibiliser les entreprises sur ces sujets et pourquoi est-ce qu'il est urgent pour elles de devenir un acteur de la prévention dans le domaine de la fertilité, et d'une autre part, accompagner les personnes en parcours de fertilité, justement, à travers notre plateforme en ligne. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir Lisa Journiac avec nous et Solène Beauquillon Le Goazou. Pardon, j'espère que je ne heurte pas C'est ton bon. nom, Solène, qui vont nous partager justement leur expérience, mais aussi voilà, leurs tips, parce qu'elles viennent avec des expériences complémentaires. Et je vais vous laisser vous présenter, Lisa et Solène, avant de vous poser des questions. N'hésitez surtout pas à nous laisser des questions dans le chat, parce qu'on va échanger, avoir une conversation pendant à peu près une demi-heure, et puis on va laisser 15 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Lisa, je te laisse commencer. Bonjour, bonjour à toutes. Merci Fatou de m'avoir invité sur ce webinaire parce que je pense que c'est un sujet qui est réellement important et dont on a besoin de parler. Et donc moi de mon côté, je travaille dans le domaine de la procréation médicalement assistée depuis 2015 en tant que coach de fertilité, mais également je travaille au sein du clinique de procréation médicalement assistée en Espagne, Barcelone IVF. Donc, c'est vrai que au quotidien, j'échange avec des médecins de ce domaine, mais également avec des patients. Et effectivement, c'est une problématique qu'on a l'habitude d'aborder. Voilà. Merci. Solène? Bonjour, donc moi je suis Solène Beauquillon-Le Goaziou. Je suis ancienne DRH à l'international chez Shell, l'entreprise anglo-néerlandaise. Et aujourd'hui entrepreneur, j'ai une start-up dans l'éducation technologique qui développe les compétences socio-comportementales des enfants, comme la confiance en soi ou l'esprit critique. Et j'ai eu un parcours PMA pendant que j'étais DRH à l'international. Merci beaucoup, Solène. Ma première question est pour Lisa. J'aimerais on est tous conscients que les sujets de fertilité, c'est un sujet de société qui touche énormément de personnes parmi nos concitoyens. Et en même temps, paradoxalement, dans le monde de l'entreprise, on a encore l'impression que c'est un sujet qui n'est pas si important. Et qui, de manière générale, quand on regarde les différentes causes sur lesquelles les entreprises s'investissent, que ce soit le handicap, la diversité et l'inclusion, quand on parle de santé sexuelle et reproductive, de santé des femmes et de fertilité, ça reste encore des sujets non prioritaires. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler, en fait, de combien de personnes on parle et pourquoi c'est un sujet important et pourquoi est-ce qu'il est urgent pour les entreprises de devenir des acteurs de la prévention sur cette thématique? Ouais. Oui, alors c'est vrai que déjà, il faut penser que c'est pas du tout une niche, hein, les problèmes de fertilité en entreprise, ça concerne beaucoup de personnes. Il faut penser que quand même en France, il y a un couple sur quatre qui est concerné. Et pour parler de manière un peu plus générale, c'est 3,3 millions de personnes qui sont concernées en France. Donc c'est quand même ça représente un grand nombre de personnes, évidemment, de nombreuses femmes en entreprise et d'hommes d'ailleurs, parce que c'est vrai que souvent on parle des femmes, mais les hommes aussi font partie de ce parcours. Effectivement, alors au niveau du parcours de PMA, il faut penser que ça va être plus lourd plus souvent chez la femme, puisqu'il va y avoir, je pense que Solène pourra nous en parler un petit peu plus en détail peut-être vis-à-vis de ton parcours, mais il va y avoir un traitement de stimulation à faire, des examens à faire, des rendez-vous médicaux, voilà, des échographies à faire sur certaines périodes. Et effectivement, ça demande une certaine organisation. Et je pense que pour pouvoir, en tout cas, réagir bien par rapport à ça,
c'est important au niveau des entreprises de comprendre en fait ce parcours, de comprendre ce que ça implique derrière et voilà, ce que traverse aussi la personne. Et c'est vrai que en ayant conscience de tout cela, ça permet de pouvoir avancer du côté de l'employé de manière plus sereine dans son parcours. Parce qu'effectivement, moi, ce dont je me rends compte, c'est que ça génère un stress pour les employés, surtout quand on sent que la structure derrière n'est pas très réceptive, bien qu'il y ait une loi pour protéger les employés. Je pense qu'on en reparlera par la suite. Merci. Et ça me fait penser aux commentaires, au post en fait que Solène a partagé, qui m'a aussi donné envie du coup de te solliciter, Solène, parce que tu as fait un post sur LinkedIn que je vais partager dans le mail de remerciement à la fin de cette visio, où tu parles de ton expérience personnelle et où tu fais un lien. Je pense que c'est un des rares posts où j'ai vu un lien assez explicite avec les conséquences dans le travail, en mettant en évidence le monde du travail. Est-ce que tu peux nous parler du déclic? Comment t'es venu en fait ce déclic de, OK, c'est une expérience, c'est mon expérience, ça fait partie de l'intime, mais j'ai envie de faire un lien avec comment je l'ai aussi vécu dans le monde du travail et pourquoi c'est important de partager ça avec ton réseau sur LinkedIn. Bah, enfin, c'est vrai que ça a été quelque chose que j'ai réfléchi parce que sur LinkedIn, je partage beaucoup de choses, mais de manière professionnelle. Et déjà, avant de le poster, j'ai demandé à mon mari s'il était d'accord parce que c'est vrai que ça relève de l'intime. Et même si moi, j'en parle de manière très ouverte et j'en ai toujours parlé de manière très ouverte, euh, voilà, enfin, faire le pas d'en parler, c'est autre chose. Et je ne m'attendais pas à un tel retour, parce qu'en fait, c'est de tous mes posts, celui qui a fait le plus de vues, le plus de likes. J'ai eu plus de 300 000 vues. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours, de témoignages de gens MP, aussi bien d'hommes que de femmes, qui m'ont partagé en fait leur quotidien. Et le déclic, en fait, c'était les 5 ans de mes jumeaux. Et en fait, je l'ai fait ce post parce que c'était les 5 ans et j'avais mis 5 ans à les avoir et ils avaient 5 ans. Et donc, je me suis dit, ah bah peut-être, voilà, c'est un anniversaire, j'ai mis 5 ans à les avoir, ils ont 5 ans. Peut-être que c'est le moment de partager. Et moi, ce qui m'a vraiment envie de donner, de partager, c'est que je crois que je me rappellerai toute ma vie, j'aimerais bien la revoir, j'espère qu'elle a réussi à avoir un enfant, de cette femme à l'accueil de la PMA. Donc moi, j'ai fait ma PMA à Foch, qui est une des plus grosses PMA d'Europe. Donc c'est un peu l'usine, hein. Et tous les matins, on était 60 à faire la queue. Et je me rappelle de cette femme à l'accueil avec qui on venait de dire, votre transfert d'embryon se fera tel jour. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intimité hein, quand on est sur... Et elle était en mode, bah non, en fait, c'est pas possible. J'ai une réunion à Nantes ce jour-là. Sauf qu'on ne peut pas dire c'est pas possible. Et elle était un peu désespérée, genre ma hiérarchie ne comprendra pas, je ne vais pas pouvoir le faire. Et elle était entre le désespoir, les pleurs, parce que c'était ce jour-là. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Euh, Enfin, je vais être un peu crue, mais on en chie tellement, enfin, je veux dire, entre les examens, la ponction, enfin voilà, que pour se dire que non, on va pas le faire parce qu'on a une grosse réunion à Nantes ce jour-là et que nos chefs et nos collègues vont pas comprendre qu'on a envie d'avoir un enfant et que c'est notre chance et c'est ce jour-là, euh, ça me paraissait dingue. Et je me disais, mais quelle chance tu as. Et c'est vrai que je voyais, enfin, moi, j'arrivais à la PMA assez tard. Je sais qu'il y en avait qui arrivaient, la PMA arrivait ouvrait à 7 heures. Je sais qu'il y en avait qui étaient là dès 6h30 pour être les premières, pour arriver à l'heure au travail, pour pas que ça se voit. Et moi, ça s'est très bien passé. Et je pense que ça s'est très bien passé parce que j'étais dans une équipe internationale et pas dans une équipe française, avec enfin, le recul. Donc, j'étais DRH à l'international, je connaissais la loi. Et donc, moi, dès que j'ai commencé mon parcours PMA, j'ai prévenu ma chef qui était singapourienne. Je lui ai dit que la loi française autorisait des absences pour le parcours PMA, que 2 semaines tous les mois, jusqu'à ce que ça fonctionne, je serai en retard tous les matins et donc potentiellement en retard à des réunions.
que je serai aussi absente pour et la ponction et le transfert. Et j'en ai informé et mes collègues et mes collaborateurs. Et donc, en fait, tout le monde savait que j'étais en parcours PMA et que j'allais avoir des absences. Euh, il s'avère que moi, mon parcours a fonctionné au troisième essai. Donc, il y a eu à peu près, je crois, ouais, on va dire 6 mois. Et je ne parle pas des 1 an et demi avant où j'ai eu l'impression que j'avais des tests tout le temps et des échographies tout le temps. Mais il y a eu, voilà, 6 mois où effectivement, j'ai pu être en retard à des calls le matin, arriver à 9h30 au lieu d'arriver à 9h15. Il y a eu 2 fois où j'étais absente. Euh, enfin plusieurs fois où j'étais absente, mais ça s'est très bien passé parce que tout le monde était au courant et j'avais le soutien de ma hiérarchie. Et en fait, moi, ce que je voulais montrer à travers ce poste, c'est que euh, enfin, je crois que c'est un collaborateur sur 10 qui a potentiellement un parcours PMA à faire. Donc, on va rencontrer obligatoirement dans sa carrière professionnelle quelqu'un qui aura un parcours PMA. Et donc, il faut l'aider. Il faut arrêter avec cette double peine où, en clair, en France, c'est en fait, comme on a peur d'annoncer qu'on est enceinte, bah alors dire qu'on essaye de tomber enceinte, c'est encore pire Ouais. que Que d'avoir d'annoncer la grossesse. la grossesse, quoi. Et donc, moi, je pense que voilà, il faut un peu ouvrir la discussion au sein des entreprises, accompagner les collaborateurs, parce que sinon, c'est source de stress et donc source de sous-performance. Parce que moi, je ne pense pas que mon parcours PMA a fait que j'ai moins bien travaillé que si j'avais pas été en parcours PMA, parce que comme c'était accepté, bah, j'étais tout aussi performante, j'étais tout aussi euh, euh, enfin, on va dire, Motivée. motivée, voilà, enfin, j'avais aucun problème parce que c'était accepté et j'avais pas besoin de me cacher. Et moi, ce que j'ai eu l'impression tous les matins en salle d'attente, c'est que, allez, 90% des femmes se cachaient. Hmm. Ouais. Oui, et, euh, et, Ouais. et je le vois parce que quand je suis souvent aussi à Port-Royal et cette salle d'attente dont tu parles, euh, on sent tout de suite ceux qui sont là depuis 6 heures du mat. On le Mm, voit, en mm, fait. mm, mm. Et Mm. ça me... Oui, Mm. c'est très déroutant et paradoxal au vu de tous les messages souvent que les entreprises mettent en avant de diversité, de soutien, de santé mentale des collaborateurs Et sur ce sujet spécifique, on a encore du mal à être transparent et à mettre en place des politiques euh, qui permettent. alors que c'est la loi. Hmm. Et en plus, je pense que c'est difficile aussi bien pour les hommes et pour les femmes. Et moi, je pense que, enfin, je ne sais pas s'il y a des stats parce que normalement, c'est enregistré le fait que on a des congés pour ça. Oui, Enfin, on et a des temps d'absence. ouais, on a des temps d'absence. Et moi, je pense que les hommes, c'est le tabou ultime. Parce que potentiellement, un homme être infertile, j'ai l'impression que c'est encore pire parce que ça touche la virilité, etc. Et moi, je pense que les hommes ne prennent aucune absence pour les transferts d'embryons. Et je sais très bien que pour les médecins, des fois, c'est très compliqué. Enfin, moi, je sais qu'à la PMA de Foch, c'était obligatoire d'avoir le conjoint au moment du transfert d'embryon. Et je sais que pour beaucoup, c'est compliqué d'avoir le conjoint parfois parce que le conjoint ne peut pas avoir ces absences-là. Hmm. Et qu'ils ont moins d'absence en plus. Oui, ouais. Oui. Justement, Lisa, toi qui vois beaucoup de couples, beaucoup de femmes seules qui s'embarquent sur ce parcours de parentalité, est-ce que tu peux nous partager leur ressenti, mais aussi euh, quelles clés est-ce qu'on peut mettre à leur disposition pour mieux traverser ce parcours, pouvoir avoir la force d'en parler à leur employeur? Parce qu'aujourd'hui, on en est encore là, malheureusement. On a une grande une communauté chez Linty où les questions restent quand même encore assez basiques sur est-ce que je peux en parler à mon employeur ou pas? Mm. Comment?
Et on devrait dépasser, quand on parle de libérer la parole, c'est comment est-ce qu'on arrive à dépasser ça et de se dire, voilà, non seulement on peut en parler, mais ça ne devrait pas être un sujet, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que, bon, déjà, pour rebondir un petit peu sur les chiffres que tu donnais, toi, Solène, qu'on a l'impression qu'en salle d'attente, il y a 90% des femmes qui se cachent. Je crois que, enfin, moi, ça représente un petit peu ce que je vois, moi, dans les échanges que je peux avoir avec les personnes que j'accompagne déjà. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup qui n'en parlent pas, qui ont... Alors, il y a ce côté, effectivement, je pense que l'enjeu derrière, c'est de se dire que depuis l'entreprise, ils vont penser qu'il va y avoir une baisse de productivité, ce qui n'est pas vrai. Qu'au contraire, le fait d'ouvrir la parole, d'en parler, que finalement l'employé voit que l'entreprise l'accepte, comme dans le cas de Solène, je pense qu'en termes de motivation, c'est hyper important parce qu'un employé qui se sent identifié dans les valeurs de l'entreprise va être au contraire, va être motivé, va continuer et son parcours en fait va pas impacter la productivité. Et je pense que là, c'est ça qui est important de voir. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce versant-là, ça va permettre de pallier à l'autre. Parce que l'autre version, c'est en tant que patiente, en tant que personne, d'en parler à ses collègues, c'est pas forcément évident aussi. Le fait que l'entourage le sache, ça dépend quand même un petit peu de l'environnement aussi de chacun. Et je pense qu'il y a la culture probablement d'entreprise aussi derrière qui joue beaucoup. Et enfin, je pense que toi, Soleil, tu es l'experte plutôt dans, voilà, dans ce domaine aussi. Bah, en fait, chez Shell, déjà, on avait un programme qui s'appelait Feel Free to Speak My Mind. Mm, Donc, on a incité les collaborateurs à dire ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient dire, etc. Et après, en fait, je pense aussi que moi, j'avais 80% de mon équipe qui était asiatique. Et je pense que pour les Asiatiques, la famille, c'est hyper important. Enfin, j'avais beaucoup de collègues qui avaient, par exemple, leurs parents à la maison, qui avaient... et voilà, pour eux, en fait, faire un enfant, voilà, ça fait partie des choses les plus importantes de la vie. Et à la limite, enfin, je pense qu'en termes de valeur, voilà, la famille, chez eux, c'est tout, quoi. Et donc, je pense que j'ai eu beaucoup plus d'accueil mm. que si j'avais eu un chef français qui m'aurait dit, puisqu'on l'entend, hein, mais dans quelle merde tu me mets là, hein, Ouais. enfin, là. Non, clairement. Et moi, c'est vrai que de mon côté, travaillant dans une clinique de PMA, pour le coup, on est les mieux placés et on a plein d'employés, justement, du coup, qui passent par ce parcours. Et pour eux, on voit, quoi, c'est complètement adapté. Il n'y a pas de tabou sur le sujet, etc. Donc, c'est vrai qu'on voit que déjà, quand ça fait partie des valeurs de l'entreprise, que c'est un sujet qui est important, etc., forcément, pour nous, des personnes voilà, de la clinique qui passent par ce processus, elles se sentent à l'aise en fait. Et puis, il n'y a pas du tout de questions, de remise en question, de productivité ou de quoi que ce soit. Au contraire, elles sont tellement heureuses de pouvoir être accompagnées. Alors, c'est sûr qu'on a un petit biais parce que en termes d'organisation, c'est sûr que tout se fait à la clinique, donc c'est vrai que ça c'est plus facile. Peut-être que voilà, quand doit se déplacer dans un autre hôpital, etc. Mais c'est vrai que c'est pour nous en fait réellement c'est un non-sujet. C'est Mhm. quelque chose qui est complètement intégré, qui est complètement normal. Et encore Ouais. heureux, mais et je pense que c'est ce que tu dis par rapport à la France où les personnes peuvent être amenées à avoir ce genre de réflexion. Et d'ailleurs, en parlant, je pense à une personne voilà, avec qui j'ai échangé, une des patientes de la clinique, qui me disait que bien qu'elle s'entende bien aussi avec son chef, elle n'en parlait pas, mais parce que ça reste quand même un sujet qui est tabou aussi. Donc, c'est Mais je intéressant. pense que aussi le fait d'en parler, enfin, je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'étais présidente d'une crèche parentale associative. Donc, en fait, j'ai eu mes jumeaux. Et c'est vrai que, en fait, moi, je m'en cache, enfin, je m'en cache pas du tout de la PMA parce que mes jumeaux, mais ne se ressemblent tellement pas. Enfin, j'ai un blond aux yeux bleus, un brun aux yeux marrons, un cheveu raide, un cheveu frisé, etc. Et donc souvent on me dit, ah, mais vos jumeaux, mais c'est pas des jumeaux et tout. Et donc souvent je dis, oui, non, mais c'est une PMA. Mm. Euh, et en fait, des fois les gens, en fait, on a soit la réaction, oh la casseuse d'ambiance, ou alors, ah, d'accord, non. Et en fait, comme je n'ai jamais caché que j'étais en PMA, et ben,
on a une de nos collaboratrices à la crèche parentale associative où j'étais présente qui a fait un parcours PMA. Et tout de suite, elle est venue me voir en me disant, oui, Solène, je vais avoir un parcours PMA. Et je pense que le fait que moi, je l'ai dit, Mm. ça l'a incité à se dire, ah bah voilà, il y a quelqu'un qui va pouvoir me comprendre. Et donc, elle a posé, enfin, elle nous a informés, elle a posé les jours qu'elle devait avoir, on a appliqué le code du travail, etc. Et c'est pour ça aussi que je pense que ne plus avoir de tabou par Mhm. rapport au fait qu'on est Ouais, en PMA Mm. permet aux autres de pouvoir dire, ah bah, si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. ouais. Mm. Oui. Ouais, Et c'est aussi pour ça que moi, je ne me cache pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas, hein, qu'ils ont eu leur enfant avec Mm. un parcours PMA. Ok. Et moi, je veux pas le cacher parce que je pense que ça ouvre à la discussion et que ça fait partie bah, de la vie, quoi. Et il y a tellement de problèmes de fertilité aujourd'hui dans le monde que ça va être de plus en plus commun. Donc, il ne faut pas se dire que c'est un parcours atypique, quoi. ouais. Oui, Ou c'est très anecdotique. commun. Ouais. Mm. Ouais. Et les chiffres de 2022 nous le disent. On a eu 121 000 tentatives. Ouais. Et là, on va avoir en septembre les nouveaux chiffres. Et en plus, si on intègre à l'intérieur toute la partie de la congélation des ovocytes, donc qui font du coup quand même appel à une forme d'assistance médicale pour la conservation des gamètes, on a des chiffres beaucoup plus élevés. Si on rajoute à cela toutes les personnes qui vont faire leur parcours dans d'autres pays, donc en Espagne par exemple, ça fait partie du quotidien. Et c'est vrai que nous, chez Ninti, quand on échange avec les entreprises, une de nos difficultés, c'est de réussir à leur faire comprendre que ça existe en fait. Ça, c'est pas un sujet atypique, le mot qui revient, ou c'est un sujet qui touche très probablement pas mal de collaborateurs et de collaboratrices. Et le fait on n'en parle pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et Mhm. aujourd'hui, on raisonne aussi quand même de manière assez basique sur le fait de si on n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas. Mm. Personne n'est venu m'en parler, c'est que c'est pas un sujet dans ma boîte. Mhm. Mhm. C'est Et, ça. euh, Alors et que c'est comment parce on que arrive à dépasser ça, c'est toute la difficulté aussi, je pense, dans les politiques de diversité, d'inclusion et de bien-être au global, de feuille de route en santé globale des entreprises, d'intégrer ce sujet de la fertilité dans un sens plus large. Mhm. Mm. Et ce que tu disais, Solène, je pense que c'est clé, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, vous n'êtes pas seul. Et je pense Mhm. que, parce que souvent, enfin moi, les retours que j'ai, voilà, des femmes, des couples qui sont en parcours de PMA, ils ont un peu l'impression d'être seuls. Alors qu'en finalement, c'est simplement parce qu'on n'en parle pas et qu'après, bah, quand on creuse un peu et bah, qu'on en parle comme toi, par exemple, ouvertement, tu te rends compte que bah oui, tu as, tout de suite une autre personne qui va dire ah bah oui, moi je suis dans ce parcours, etc. Et là, tout de suite, en fait, les langues se délient. Et, Mhm. et c'est vrai que je pense que c'est important aussi pour les employés de savoir que bah, c'est pas les seuls et qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont probablement concernées. Bah, effectivement, de ne pas se sentir comme un cas atypique ou voilà, un cas anecdotique, parce que finalement, probablement, dans le service, dans l'entreprise, il y a d'autres personnes qui sont concernées. Et le fait aussi bah, d'en parler aux employeurs, ça permettra aussi aux employeurs de se rendre compte que bah, ça concerne du monde, en fait, et que c'est un sujet important. Donc, j'ai l'impression, pour moi, que ça doit aller vraiment dans les deux sens, en fait, aussi. Mm. Oui, il faut que aussi bien que les gens en parlent et osent en parler, que l'entreprise l'accepte, que les managers l'acceptent, que les collègues l'acceptent. Parce que euh, ouais, enfin, je pense que d'une manière générale, le sujet de la fertilité, qu'il y ait parcours PMA ou pas, Oui. doit vraiment être adressé et que l'état d'esprit des gens change. Euh, Parce que on a encore trop de discours. Enfin, moi, je me rappelle. Donc moi, j'ai ce qu'on appelle l'infertilité secondaire, qui touche, c'est à peu près 30% des infertilités. Donc moi, j'ai eu mon premier enfant et après, j'arrivais pas à avoir le deuxième. Et je me rappelle à la cantine de collègues qui étaient en mode, ah bah Solène, tu fais pas de deuxième, t'en es où? Euh, et enfin, c'est tellement. Et je me rappelle, à un moment, j'en avais eu tellement marre que j'ai dit, bah, en fait, j'y arrive pas. Mm. Ouais. Et bien souvent, face à ça, on est poli. Euh,
parce que voilà, dire qu'on n'y arrive pas, c'est être en échec, quoi. Sauf que, enfin, c'est pas un échec, c'est voilà, souvent on ne sait pas pourquoi ça arrive, c'est physiologique, c'est psychologique, enfin, il y a plein de raisons, quoi. Et il faut pas tout de suite cataloguer les personnes par rapport à ça. Et donc, il y a quand même, je pense, au-delà de simplement la PMA, euh, il y a tout un univers, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'univers, mais toute une manière d'aborder les choses à revoir dans l'état d'esprit des gens. Parce que je pense que ça touche tellement de personnes et il y a tellement de personnes qui disent rien quand on leur dit «Ah, mais alors, t'en es où? T'as toujours pas d'enfant? Tu peux pas en faire?» etc. Euh, du coup, on n'en parle pas, mais ça touche, enfin, c'est obligatoire que vous ayez des gens dans votre entourage qui sont touchés, quoi, vu le nombre de personnes que ça touche. Et donc, ça pourrait éviter d'avoir tous ces non-dits et toutes ces personnes qui se retrouvent à avoir l'impression d'être jugées parce que elles n'y arrivent pas, mais elles n'osent pas dire qu'elles n'y arrivent pas, quoi. Mm. Oui, c'est vraiment, on touche à la culture Ouais. et ça revient souvent ce sujet entre je n'ose pas en parler parce que j'ai l'impression que je vais être jugée ou voir des fois le mot qui peut revenir, c'est puni. Alors, mais je pense que c'est encore très culturel. En France, on a une culture qui, je pense, commence à l'école du rapport au succès qui est voilà, différente. Et en même temps, les DRH souvent en face qui disent, mais on n'en parle pas, mais comment est-ce qu'on crée une culture d'entreprise où on nous donne envie aux gens d'en parler? Et je pense que là, on n'a pas encore forcément réussi à dépasser euh, voilà, ce cadre qui est, je pense, pour beaucoup de DRH, pas évident parce que l'entreprise, voilà, c'est quand même un monde où la performance et le profit règnent, où on a besoin de mesures, d'outils de mesure par rapport à euh, toutes les initiatives qui sont mises en place. Et en même temps, sur le sujet de la fertilité et de la parentalité de manière globale, quand on sort du cadre légal et qu'on va dans le cadre voilà, des, des choses en plus qui ont été mises en place, on a très peu d'outils de mesure qui peuvent nous aider à comprendre quelle a été l'efficacité. Est-ce que nos collaborateurs se sentent mieux? Est-ce que j'ai eu plus de personnes qui sont venues me voir pour me parler de leur parcours PMA? Je réalise que les DRH ne mesurent pas ça, en fait. Mm, mm. Bah, enfin, moi, je sais que si j'étais encore DRH, moi, il y a deux choses que je ferais. C'est déjà tous les ans, j'enverrai un mail en disant cette année, nous avons eu X collaborateurs qui nous ont déclaré leur parcours de PMA. N'oubliez pas que c'est inscrit dans la loi et que ça peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous informer en tant qu'RH. Parce que bon, moi, j'avais fait le choix de le dire à mes collaborateurs parce que j'allais être en retard, etc. Mais on peut juste le dire à son manager et au RH et puis c'est tout, quoi. Et on aura dit qu'on a pris une après-midi et puis voilà. Mais, euh, mais juste, en fait, dire que c'est quelque chose qui est pris en compte et qu'il y a la possibilité de le faire en communiquant de manière proactive sur le fait que nous, au sein de l'entreprise, on applique la loi, je pense que c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Ouais. Ouais, et puis enfin, je pense que toi, Solène, ça a dû te quitter quand même t'enlever, pardon, un stress quand même important, le fait de communiquer dessus euh, Ah bah directement, oui. en fait, parce que c'est un parcours qui est déjà stressant à la base. Mm, mm. Le fait d'avoir l'impression que ça soit tabou, de pas dire ce qu'on fait. En plus, parfois, donc il y a des personnes qui n'osent pas en parler à leur entreprise, donc qui ne bénéficient pas de ces arrêts de travail parce qu'ils n'ont pas envie que l'employeur le sache. Donc, c'est tout caché. Enfin, c'est une pression énorme en fait, parce que ça oblige à jongler, à faire des choses pas possibles, des arrêts de travail, des choses. Au final, finalement, c'est pire. Bah, moi, je pense que ça aurait été extrêmement compliqué parce que, comme je le disais, moi, 80% de mon équipe était en Asie. Donc, quand tu as des calls le matin, pour eux, c'est l'après-midi, Après-midi. avec Singapour, la Malaisie, machin, je me suis dit, mais en fait, si je le dis pas là, je vais avoir 2 semaines d'enfer parce que quand tu es dans des grands groupes comme ça, tu es tout le temps en réunion. Et c'était pas possible, quoi. J'allais pas pouvoir me cacher pendant 2 semaines d'arriver en décalé à toutes les réunions.
Et j'avais pas prévu. Et encore, j'ai une chance folle, hein. Je suis à 15 minutes de l'hôpital Foch, hein. Je sais qu'il y avait des femmes qui venaient à 1h30 de route, quoi, bien sûr. Ouais. tous les Et qui matins. des fois viennent d'autres départements même. Ah, ouais. C'est- Et donc, je sais que j'ai une chance folle, quoi, parce que oui, il y en a, elles se lèvent tous les matins à 4 heures du mat pour être. Donc, voilà, c'est lourd. Et si en plus de ça, on n'a pas de soutien au travail, on a l'impression qu'on va perdre notre job si on arrive en retard, ou etc. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, pour moi, c'est juste être humain, quoi. Enfin, les managers qui comprennent pas ça, les DRH qui comprennent pas ça, c'est qu'ils sont pas humains, quoi. Mm. Très aligné. Et je vois qu'on a Marion, Ginette, Claire, Aline, Aïcha, Orphée. Si vous avez des questions, il est déjà 13 heures et je sais que c'est l'heure du déjeuner. Donc, on va prendre quelques minutes pour prendre vos questions. Et peut-être des partages d'expérience Voilà, aussi, ou si des partages. on parle Voilà. Mm. en parcours, ou si vous êtes DRH aussi au niveau Ouais. RH dans une entreprise. Mais c'est vrai que c'est un sujet, je pense qu'il faut aller dans les deux sens. Et puis, je pense aussi que c'est important d'expliquer au niveau des entreprises qu'est-ce que ça implique. Parce que finalement, ça implique pas tant, ça peut impliquer des retards, comme tu disais, Solène, et certaines journées d'absence. Mais c'est pas non plus, il n'y a pas d'absence de 2 semaines, 3 semaines, un mois finalement quand on regarde ça. Donc, c'est pas si Et, dramatique que ça en vrai. voilà, et même, enfin, moi, ce que je disais quand j'étais DRH, hein, même votre collaboratrice, elle est 6 mois en congé maternité, vous allez la garder plusieurs années dans l'entreprise. On pénalise pas quelqu'un parce que voilà, il est absent quelques mois. Enfin, ça fait partie de la vie, quoi. Mm, tout à fait. Tout à fait. Et sur une question très concrète, Lisa, par exemple, voilà, je suis en parcours PMA, je suis en entreprise, je suis dans une équipe voilà, au marketing avec 10 personnes, on a des gros projets qui arrivent, voilà, en avril, en mai, en juin, Mhm. et, euh, et voilà, je sais pas comment en parler. Est-ce qu'on a des clés qu'on peut donner à quelques personnes sur voilà, quelle serait la première étape, par exemple, si on souhaite en parler et comment le faire? Mm. Après, c'est vrai que comment en parler, etc., finalement, c'est, voilà, je pense que, effectivement, c'est de le dire aux managers, aux RH, peut-être expliquer ce que ça va impliquer aussi pour que eux ils aient un petit peu les idées au clair aussi, parce que je pense que tous les RH savent pas comment ça fonctionne en fait, et les managers non plus. Donc peut-être expliquer un petit peu qu'est-ce que ça va impliquer aussi au niveau de l'organisation du travail, que et effectivement, donc, qui a une loi aussi le rappeler, qui permettent que c'est pas pour voilà, embêter l'entreprise ou quoi que ce soit, mais c'est parce que c'est quand même quelque chose qui est important, et que ça sera voilà, sur une période, et que on a confiance en l'entreprise, et qu'on évolue professionnellement dans cette entreprise, et que on avance ensemble, et qu'effectivement, comme disait Solène, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et aussi, peut-être que là, je vais aller un peu loin, mais je pense que il y a une chose qui est intéressante. On se rend compte quand même que justement, les entreprises qui ne sont pas préparées à ce genre de choses, etc., on se rend compte que finalement, les personnes finissent par partir parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans un bon environnement, on n'est pas aligné finalement aux valeurs de travail de notre entreprise. Et moi, je ne sais pas, mais personnellement, voilà, qui a un statut aussi d'employé, pour moi, c'est quelque chose, les valeurs de l'entreprise, les valeurs humaines, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et finalement, une entreprise qui a des bons collaborateurs, elle a tout intérêt à être ouvert à ça, parce que l'objectif, c'est quand même, quand on a des personnes qui travaillent bien, etc., on veut les garder. Donc je pense que voilà, le fait, il faut avoir ça en tête. Et je pense que si on est une personne qui est impliquée dans son travail, qui travaille bien, etc., et qu'on est dans le bon endroit, on ne devrait pas avoir peur d'en parler. Merci. On a des questions justement. Une première, je réfléchis actuellement comment l'annoncer à mon manager car mes premiers rendez-vous seront en avril.
Et la deuxième, bonjour à toutes, merci pour le partage. À l'inverse, j'aurais aimé savoir quelles seraient les limites que les RH ne doivent pas dépasser tout en montrant le soutien et la bienveillance. Ce qui est l'équilibre souvent aussi que les DRH nous disent, mais est-ce que c'est ma place? Est-ce que c'est mon rôle? Voilà, donc c'est Solène et... C'est hyper personnel, hein. Enfin, c'est un peu comme moi, j'ai eu beaucoup de collaboratrices. En fait, moi, c'est en étant DRH que je me suis rendu compte, enfin, c'est un autre sujet, hein, mais du nombre de fausses couches qu'il y avait. Parce que je me rappelle, j'ai eu une année, alors je sais pas si c'est parce qu'il y avait un gros projet. J'avais une population de 700 personnes et j'ai eu 9 fausses couches, quoi. Et je me disais, mais c'est dingue. Il y en avait certaines qui venaient me voir, qui avaient envie de prendre le temps de parler. Et là, on parlait de comment ça se passait, de si peut-être fallait prendre quelques congés pour se remettre, etc. Et il y avait certaines, elles voulaient absolument pas que ça sache, en parler, etc. Donc, je pense que c'est hyper personnel. Et pour trouver les limites, je pense qu'il faut tout simplement poser la question à la personne. Ok, est-ce que c'est ok si moi je te demande comment ça se passe le parcours ou tu me fais juste l'annonce et puis après on n'en parle plus et tu reviendras vers moi. Je pense qu'il faut simplement poser la question à la personne parce que c'est hyper personnel d'une personne à une autre, quoi. Il y en a, ils voudront juste vous tenir au courant et puis ils sont dans leur process et puis ils vous diront si ça fonctionne ou pas à la fin. Et il y en a, ils se disent je sais pas si ça va fonctionner et je préfère pas en parler, quoi. Ouais. Parce ils veulent pas partager cette déception. Hmm. Ouais. Oui, Et c'est vrai puis, que je demande au manager, du coup, d'avoir une posture d'écoute et d'avoir ses clés pour pouvoir prendre cette prise d'initiative, au final, de dire je suis là et en même temps, je respecte aussi si on n'a pas envie d'en parler. Mm, 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 ouais, Mm. ça fait peut-être partie aussi justement des choses à dire lorsqu'on annonce au manager, voilà, pour moi c'est important parce qu'on est dans une relation aussi de confiance que vous soyez informés. Après, c'est vrai que j'ai envie de rester discrète parce que voilà, j'ai envie de garder mon parcours pour moi, les différentes étapes pour moi. Mais pour moi, c'est important que vous soyez au courant. Et je pense que ce que tu dis, Solène, c'est que c'est vraiment personnel. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'en parler. Il y a des personnes qui justement vont pas du tout vouloir parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est intrusif en fait. mm, Et, mm, euh, et c'est vrai que connaître les limites, je pense que bah, ça sortira de l'échange avec l'employé, la personne qui passe par le parcours de PMA. Et effectivement, c'est de poser la question. Euh, Mm. et c'est un peu, je le rejoins un petit peu finalement de manière plus générale avec les relations de l'entourage, etc. Finalement, ça fonctionne un petit peu de la même façon. C'est de se dire, bah voilà, il y a des personnes qui ont besoin d'en parler beaucoup autour d'eux, dans leur famille, etc. Et puis il y a des personnes qui ne veulent pas parce que bah, c'est aussi une manière de se protéger parce qu'on ne sait pas comment ça va aboutir aussi, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et parfois, il y a des étapes où bah, on n'a pas envie d'en parler juste parce que c'est déjà un peu stressant, donc on veut juste bah, avancer et être tranquille. Et que personne vienne poser des questions un peu indélicates, euh, de manière bienveillante finalement, mais finalement qui sont pas, qui sont difficiles à recevoir. Et c'est vrai que c'est important voilà, l'échange et la communication. Je pense que c'est la base et de définir les limites finalement dès le départ. Mm. Un autre commentaire, merci pour ces échanges. J'avoue ne pas en avoir parlé et commençant un nouveau travail bientôt, je ne me vois pas en parler en arrivant. Ça, Mm. c'est une autre question qu'on reçoit aussi des fois pour rebondir sur cette remarque. C'est je suis en entretien ou je suis en recherche de travail. Est-ce que je dois en parler pendant mes entretiens ou pas? Mm. mm. J'avais eu quelqu'un qui m'avait posé cette question en message privé suite à mon post LinkedIn. Après, bon, ça dépend de la situation, hein, mais moi, je suis plutôt partisante de le dire parce que, en fait, on choisit pas quand on fait son parcours PMA. Et du coup, je vois qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont décaler leur parcours PMA sous prétexte qu'elles vont avoir un nouveau job, un nouveau truc. Et donc, moi, je pense que l'entreprise qui ne l'accepte pas en arrivant, c'est pas une entreprise qui a, enfin, de mon point de vue, qui a des valeurs que j'accepterais. Et donc, je voudrais pas bosser dans une boîte comme ça parce que, je le répète, on ne choisit pas quand est-ce qu'on fait son parcours de PMA. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis je pense que
Moi, ce que je vois beaucoup, c'est effectivement ce que tu dis, les personnes qui décalent, c'est jamais le bon moment. Mais en fait, il n'y a jamais de bon moment, en définitive. Mm, mm. Donc, et c'est vrai que bah, une entreprise qui l'accepte pas, alors c'est vrai qu'il faut penser, il peut y avoir des problématiques financières aussi. Il faut Ouais. avoir conscience, on ne peut pas toujours se permettre de, voilà. Mais moi, j'ai en tête un exemple là, d'une personne que j'accompagne qui a pris un contrat récemment et elle sait qu'elle fait son parcours de PMA et elle les a prévenus et ça s'est très bien passé. Donc voilà, et je pense que si elle l'avait pas dit, par contre, ça aurait pu être compliqué dans la gestion. Et puis finalement, le fait peut-être de ne pas en parler vis-à-vis de l'employeur, ça crée un petit peu une relation finalement, parce qu'au bout d'un moment, je pense que on finit par en parler, parce que moi, ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a certaines personnes qui au départ n'en parlent pas, mais en fait qui finissent par en parler parce que c'est compliqué à gérer. Mm, mm. Donc, ouais. Dans le côté de se dire, bah, peut-être que c'est pas la bonne entreprise, je pense que c'est intéressant et je pense qu'on n'y pense pas toujours assez aussi, de ce côté-là, de dire, bah, en même temps, si l'entreprise n'accepte pas, bah, peut-être que c'est pas ma place, en fait. Mm. Oui, ce n'est pas une réponse facile et on sent toute la complexité du sujet justement sur le est-ce que j'en parle ou je n'en parle pas. On a un autre commentaire. Bonjour et merci pour le partage. Pour moi, c'est important de parler de ce qu'on traverse lorsque ça peut affecter notre psychisme et donc notre quotidien, même si on ne peut pas avoir assez de recul pour expliquer ou aider les autres à comprendre. Mm. Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, je pense que puis le fait d'en parler d'un côté, alors à des degrés plus ou moins voilà, détaillés, mais ça, c'est libérateur en fait. Là, aujourd'hui, on est là, bah, libérer, sur le thème de libérer la parole, bah, c'est ça. C'est que je pense que si on parle de libérer la parole, c'est parce que finalement, c'est important. euh, et le fait de pouvoir en parler librement, ça enlève un poids psychique, psychologique, mental qui est énorme. Mm. Très, très juste. Merci beaucoup. Je vois qu'il est 14 et qu'on arrive à la fin de notre Ninty Talk. Merci pour ces échanges vraiment enrichissants qui, moi, me nourrit et me donnent aussi beaucoup d'idées sur voilà, comment est-ce qu'on peut continuer à porter ce message dans les entreprises avec toute la complexité et toutes les nuances aussi à avoir en tête. Et ce que moi, je retiens de vos conversations, c'est quand même on parle beaucoup de comment on donne les clés aux femmes, mais je pense que là, il faut donner les clés aux managers, donner les clés Mm, aux entreprises et que c'est à elles, en fait, de s'adapter. Il est temps que ce soit à elles voilà, de repenser leur culture et de s'adapter à ces sujets. Donc, ça me... Non, Voilà. et ça peut, enfin, je sais pas, je pense que c'est forcément bénéfique en fait pour les entreprises de s'y intéresser. Euh, il y a des situations où peut-être que effectivement en tant qu'employeur ça peut être compliqué, etc. Mais dans le cas du parcours de PMA, enfin de l'infertilité, etc. Je pense que il y a pas pour l'entreprise finalement il n'y a pas d'enjeu. Enfin, je veux dire le fait d'en parler, c'est pas si compliqué que ça finalement. Ça devrait pas être si compliqué. Ça devrait Mais pas être si compliqué. il faut s'y intéresser puis il faut s'y mettre. mm. Et moi, je pense qu'elles n'auront pas le choix là dans les prochaines années. Oui, je Mm. suis d'accord. Elles sont condamnées à s'adapter. On C'est va ça. terminer notre webinaire sur cette phrase. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Solène. Merci, Lisa. Merci. Merci à toi, Fatou, pour Bonne l'invitation. journée. Au Bonne revoir. journée, au revoir. Merci à toutes d'être venues. Merci. Donc, on a Ginette, Aline, merci pour vos commentaires et on vous souhaite voilà, voilà, force, mais aussi soyez Ouais. Et que votre gentils parcours avec se vous-même, passe. parce que c'est un parcours qui est pas évident. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si on peut vous soutenir directement sur Ninty. Ouais. Et on Très belle souhaite que votre journée. parcours soit le plus serein possible. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Aïcha. Au revoir.